Bonjour à tous, bienvenue pour cette 6e liaison en direct avec Stéphane Le Diraison depuis notre PC Course de Boulogne. Avant d'inviter notre invité de marque aujourd'hui, en la personne de Yann Arthus Bertrand, je vais faire un petit point course avec Denis Auro pour savoir dans un premier temps où se trouve Stéphane actuellement. Alors Stéphane continue sa progression de façon assez régulière. On le voit ici à l'image, il est 17e, il est dans le groupe qui se dirige vers le Cap Lewin et il va nous dire tout à l'heure, mais il a mis les chevaux et je pense qu'il est très clairement en train de rattraper le groupe des bateaux qui sont devant lui. Denis, tu nous l'avais expliqué déjà la semaine dernière, les conditions météo sont de toute évidence très différentes de celles que les skippers avaient rencontrées il y a 4 ans. Oui. En l'occurrence, on va avoir un temps de course global qui n'aura rien à voir avec le record précédent. Oui, vous vous souvenez qu'on avait beaucoup parlé de l'océan Indien avec ses difficultés, ses turpitudes, ses anticyclones, bref, ses petits vents. Stéphane nous en a longuement parlé et tout ça a fait que, entre le poteau noir qui n'a pas été très clément, l'anticyclone de Sainte-Hélène qui a été un petit peu fermé, et puis les hautes pressions dans l'Indien alors qu'elles ne devraient pas y être, on a pris environ 6 jours de retard par rapport au temps de 2016. Pour rappel, c'était 74 jours. Le temps qu'on estime aujourd'hui, à peu près, ça va être 80 jours. Alors, si je peux me permettre d'être un peu coquin, 74 jours, les skippers étaient partis avec cette idée en tête, et donc un avitaillement des bateaux en conséquence. On risque de se retrouver effectivement avec un problème de rationnement pour certains d'entre eux. Ah, c'est déjà envisagé par plusieurs skippers qui commencent déjà à parler de rationnement et de gestion de la nourriture à bord, parce que autant certains étaient partis, vous souvenez-vous, Alex Thompson nous avait parlé de 67 jours et il avait embarqué de l'avitaillement pour 67 jours. Aujourd'hui, on parle de 80 jours pour les meilleurs. Ça veut dire que des bateaux qui sont partis avec un avitaillement aux alentours de 75 jours pourraient avoir 10 jours, 15 jours de manque. C'est un sujet qu'on réabordera dans nos visions futures parce qu'il est très important, ce sujet. Ok. En ce qui concerne la course, tous les bateaux actuellement se retrouvent en limite de la zone des glaces. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ce que représente aujourd'hui cette zone d'exclusion des glaces? Alors, ça c'est un sujet très très important. On va voir que ce sujet a évolué avec l'histoire. Vous voyez à l'écran tout simplement l'Antarctique. Et l'Antarctique, il génère beaucoup d'icebergs. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu cette mécanique complexe qu'est la gestion des icebergs avec cette fameuse... Voilà, là on voit à l'écran des icebergs. Évidemment, je rappelle que toutes les photos sont de notre invité Yann Arthus Bertrand, évidemment, qui est allé les photographier en Antarctique. Donc voilà, ça c'est la difficulté majeure, ce sont ces icebergs. Et une collision avec un de ces icebergs vous détruit un bateau, ou bien, au mieux, endommage le bateau de façon très très sérieuse. Donc, il faut absolument les éviter. Comment est-ce que ça va marcher? Voilà, vous voyez à l'écran ici, vous avez deux sièges pour que les glaces se forment. Le premier, c'est sur ce qu'on appelle la mer de Weddell, qui est en bleu sur l'écran, et ici, et la mer de Ross, qui est ici, de l'autre côté. Et ces deux spots génèrent énormément de glace. Alors, après ça, une fois qu'elles se sont détachées de la banquise, eh bien, elles vont tourner autour de l'Antarctique et elles vont monter. On va voir un petit peu quelques images. Ça, c'est une image qui a été faite par un satellite. On va voir, c'est le satellite Sentinel, voilà, ce satellite qui a repéré un très gros iceberg qui est grand comme le Luxembourg, 170 km de long, et il est détaché de la banquise et dans les mois à venir, il va nous poser des problèmes. Ça, c'est à l'image, vous voyez ce que le satellite envoie comme image aux ingénieurs de CLS et ils détectent que ça, c'est de la glace. Et là, on est dans une situation très délicate. Voilà, ça, à l'image, vous voyez que les eaux chaudes sont en rouge, les eaux froides sont en bleu et que la limite des glaces, c'est ce qu'on appelle la zone d'exclusion antarctique, le long de laquelle les bateaux vont glisser. Voilà, ça c'est la zone d'exclusion antarctique que l'on voit depuis le pôle sud. Et maintenant, je crois que nous avons Stéphane en ligne. Oui, nous avons Stéphane en ligne, donc il y avait 2-3 autres questions, mais on pourra peut-être les poser après notre liaison avec Stéphane. Stéphane, est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Est-ce que vous me recevez? Parfaitement. Ah, bonjour Stéphane, c'est un grand plaisir évidemment de t'avoir une fois de plus. Tu sais que nous avons un invité de marque aujourd'hui, Yann Arthus Bertrand, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Tu vas pouvoir dialoguer avec lui dans quelques petites secondes. Mais déjà, juste avant, j'aimerais te poser deux questions. Dans quelles conditions est le skipper de Time for Oceans et comment est le bateau? Parce que là, tu vas attaquer évidemment le Pacifique dans quelques jours. Donc, comment est-ce que tu te sens et comment est ton bateau? Oui, bonjour Yann. Effectivement, ravi d'avoir un échange avec toi aussi tout à l'heure. Mais pour répondre à la question, là déjà je suis en pleine nuit. Et là, ça se voit que je commence à arriver aux antipodes. Et cette fois, ça y est, je suis dans des conditions du Grand Sud, c'est-à-dire des dépressions qui s'enchaînent et il faut jouer entre le placement entre ces différentes cellules dépressionnaires. Donc là, concrètement, sans que ce soit dingue, dehors, j'ai force 6. Hier, c'est monté à force 7-8. Je devrais de nouveau avoir force 7-8 dans les 24 heures. Ça y est, il fait froid. J'ai envie de dire enfin, j'étais pas tant que ça friand du froid, mais bon, quand on vient par 50 degrés sud à un moment, c'est ça qu'on est censé trouver. Donc c'est plus conforme. Je suis sorti des zones comme au large des Kerguelen où j'ai pu me doucher dehors et j'avais pas froid, donc ça c'était quand même dingue. Et au niveau du bateau, les petits aléas techniques continuent. Tout ce matin, enfin hier plutôt, j'ai eu un problème d'énergie. Donc j'ai un hydrogénérateur qui a rendu l'âme. Par chance, donc les hydrogénérateurs, c'est les petites hélices que je traîne à l'arrière du bateau et qui permettent de produire de l'électricité. Et donc j'ai pu le remplacer, mais ça m'a pris quand même 4 heures ce matin. Mais bon, voilà, et c'est la vie du bord qui s'est bien installée au rythme du large du Grand Sud. Super, merci beaucoup. Je te passe tout de suite Yann, qui brûle de parler avec toi. Et nous sommes vraiment à ton écoute et à son écoute. Salut Steph, ça va? Tu vas bien? Est-ce que tu as le moral d'abord? Ça, c'est important. Est-ce que tu m'entends? Non, tu m'entends pas. Oui, j'entends. Est-ce que tu as le moral? Mais... Est-ce que tu as le moral? J'ai l'impression qu'il faut être un grand bricoleur sur un bateau. Ah, le moral. Ouais. faut être comme un couteau suisse, savoir tout faire sur un bateau. Faut aimer bricoler, ça c'est certain. Le moral, oui, ça va, ça vient. Surtout sur un bateau en solitaire au bout de 40 jours, les sentiments sont exacerbés. Et c'est vrai qu'à chaque difficulté technique rencontrée, il y a quand même une lassitude qui s'installe, parce que j'ai vraiment passé des heures et des heures et des heures à travailler sur ce bateau depuis que je suis parti. Et puis voilà, ça continue de nourrir la frustration du compétiteur, puisque forcément ça m'empêche de donner la pleine mesure du potentiel du bateau. Puis ça m'a fait surtout décrocher du groupe des bateaux avec lesquels j'avais ambition de jouer. Mais bon, voilà, c'est un défi hors norme, ce Vendée Globe. Le plus important, c'est de réussir son challenge, de boucler ce tour du monde. Bah, tu vas remonter. Donc quand le là. moral descend, je repense à ça, à la chance que j'ai de vivre cette passion, quoi. Bah, tu vas remonter et puis, là la quand course même. est loin d'être finie et bien sûr il y a plein de choses à faire et je m'en priverai pas. C'est un peu comme s'il y avait c'est une course en 2 épisodes. Le premier épisode qui nous amène en Australie. Il était un peu long cet épisode-là. Il y a un peu trop de rebondissements à mon goût. Et puis je voudrais bien un deuxième épisode un peu plus sympathique et avec une remontée. Je veux bien signer pour ça tout de suite. Enfin, tes enfants, ils y croient. Hein. Ils sont là à côté de moi et ils y croient tous. On y croit tous. Hein. Tu m'entends là ou pas? J'ai l'impression que tu m'entends. Ouais, je remets la deuxième oreillette quand tu poses des questions parce qu'il y a beaucoup de bruit dans le bateau. Ouais, je disais que tes enfants qui sont là, ils y croient.
Voilà, ils te regardent avec amour sur l'écran. Et nous, on y croit tous que tu vas remonter. Donc, on t'envoie des bonnes ondes. Ah ben c'est gentil. J'entends quand même très très mal quand tu parles, Yann, mais j'ai compris que tu m'envoyais tes bonnes ondes et je te remercie. Bon, super. Écoute, alors, tu sais, Stéphane, qu'il y a plus de 14 000 personnes qui te suivent tous les samedis grâce à notre live ici à Boulogne-Billancourt. Et c'est absolument incroyable, 14 000 personnes, et ça augmente, et ça augmente. Et dans les 14 000 personnes, tu l'as vu la semaine dernière, il y a des scolaires. Et il y a les instituts, les professeurs des écoles, pardon. Et alors, j'ai 2-3 questions à te poser de leur part. La première, c'est une question de la classe Orchestre Castille. Quel est ton rythme de sommeil en ce moment? Est-ce que tu peux nous indiquer comment tu dors? Oui, ben le rythme de sommeil, c'est particulier sur un bateau en solitaire parce c'est évidemment très très fractionné. En fait, on est toujours en train de courir derrière le repos. On fait tout pour être en forme, mais on n'y arrive jamais véritablement. Et là, pour dire, sur les dernières 24 heures, j'ai dû dormir 4 heures au total. Et je pense que là, après la vacation, je vais aller manœuvrer, réduire un peu la voilure. Et je devrais réussir à dormir par séquence de 40 minutes, quelques heures comme ça cette nuit pour récupérer. Mais bon, globalement, il y a un déficit de sommeil et puis c'est vraiment par petites séquences. Dès que je peux prendre 1 heure, 1 heure et demie d'affilée, je prends, mais c'est malheureusement pas souvent. Alors j'ai une autre question de la même école, Stéphane, qui voudrait savoir, est-ce que tu utilises beaucoup Internet? Est-ce que tu suis l'actualité? Est-ce que tu as tes messages? Est-ce que tu vois tous les messages d'encouragement sur Facebook? Bref, comment est-ce que tu fais avec Internet? Tu sais que les scolaires, eux, passent une partie de leur vie sur Internet, et toi donc? Moi, Internet est bloqué. En fait, j'ai un système de filtration parce que déjà, ça me coûterait très cher. Et puis en plus, le but du jeu d'être au large, là, c'est pas de passer du temps sur Internet, bien sûr, mais c'est beaucoup lié à des problèmes techniques et de coûts. Donc moi, Internet, j'y accède pour avoir la météo, pour envoyer des mails et recevoir des messages de l'extérieur, mais aussi des autres compétiteurs. Et sinon, j'utilise des groupes WhatsApp, mais c'est vraiment avec mon équipe à terre et avec les autres compétiteurs. On utilise pas mal WhatsApp pour parler entre nous. Donc sinon, je suis complètement coupé de l'actualité et des réseaux sociaux. Et donc tout ce qui me remonte, les messages d'encouragement et tout ça, c'est via Solène Loyau, donc qui travaille à mes côtés pour gérer tout le projet. Donc c'est elle qui filtre l'actualité de la course et qui m'envoie, voilà. Et sinon, l'actualité en général, là, c'est un petit peu une séquence de nihilisme. Ok. Alors, pour ton information, Solène nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Elle est venue avec Yann. Et j'ai une deuxième question, la question de Timothée, 6 ans. Quelle a été ta vitesse maximale et où l'as-tu enregistrée? La vitesse maximale, c'était hier soir, hier soir j'ai pas beaucoup de vent, avant-hier, 30 nœuds dans des jolis surfs. Alors après, voilà, faut savoir que le Vendée Globe, c'est une course d'endurance. Donc l'objectif, c'est de trouver une vitesse moyenne qui soit élevée et sans chercher à s'enflammer. Comme ça, il n'y a pas d'intérêt particulier à avoir des vitesses instantanées très élevées. C'est un peu comme, moi j'aime bien l'analogie du marathonien. Si vous allez assister à un marathon, vous verrez jamais un marathonien se mettre à piquer un sprint à un moment. Il est sur son rythme de croisière et il tient une vitesse rapide. Voilà, donc généralement quand on atteint des vitesses comme ça, ça veut dire qu'il est temps de calmer le jeu. Parce que c'est risqué, 30 nœuds, vous imaginez un bateau de 20 mètres, il y avait 5 mètres de creux.
Donc le bateau fait vol hein, littéralement et fait des bonds dans les vagues, c'est extrêmement impressionnant, surtout en pleine nuit. Mais ça me fait penser à une anecdote. Après ces jolis surfs, la mer le vent s'est calmé, mais il y avait encore de la mer. Et j'étais en train de ranger le pont et figurez-vous qu'à un moment mon regard a été attiré à côté du bateau. Et en fait, j'avais deux grosses baleines qui étaient en train de me suivre sur le côté, mais vraiment pas loin du tout. Donc c'était très impressionnant parce qu'au début, je me suis demandé si elles m'avaient vu et si elles n'allaient pas carrément me cogner dedans. Elles faisaient la taille du bateau quand même. Et en fait, c'était vraiment incroyable parce qu'elles m'ont suivi pendant un quart d'heure. Et comme il y avait beaucoup de mer, eh bien, parfois comment dire, c'est un peu comme si elles faisaient du surf, enfin, j'exagère, mais en fait c'est que quand elles étaient au sommet de la vague, elles se découvraient beaucoup. Ça permettait de vraiment voir ces superbes animaux et je me suis dit que rien que pour ces instants absolument incroyables, ça valait le coup de venir ici parce que ces choses-là, on ne peut les voir qu'en venant sous ce genre de latitude. Alors, juste avant de te poser la troisième question, on va rappeler que 30 nœuds, ça veut dire 55 km/h. C'est-à-dire, on est déjà à la vitesse d'une voiture qui ne va pas très vite ou d'une moto, 55 km/h. Sur un bateau de 18 mètres, c'est considérable. C'était une vraie accélération pour répondre à Timothée. Et alors, troisième question, Stéphane. Le collège Landowski, et c'est Margot qui te pose la question. Supposons que tu aies un petit coup de blues, ce qui n'arrive jamais, je le sais. Mais supposons que tu aies un petit coup de blues. Qu'est-ce que tu fais pour retrouver le moral et qu'est-ce qui te redonne le sourire? Oui, alors juste pour revenir sur la question de Timothée, il faut bien voir que aller à 55 km/h, faut surtout pas comparer à être dans une voiture. Ou si on compare, c'est comme rouler à 200 km/h sur une route de campagne. Parce qu'il faut imaginer qu'il y a des bosses énormes avec les vagues, que le bateau fait du lacet. Et donc en termes de sensations, il y a de l'adrénaline très très forte et c'est vraiment pas comparable à des vitesses à terre. Voilà. Alors sinon pour les coups de blues qui évidemment n'arrivent jamais, bah, c'est pas évident parce que le seul moyen que j'ai trouvé quand le moral est plus bas, c'est d'arriver à me couper un petit peu au niveau mental du bateau. Donc ça veut dire repenser un petit peu aux fondamentaux, enfin je veux dire couper du bateau, c'est-à-dire de la performance, de la technique, de tous mes petits aléas du quotidien, de revenir sur les fondamentaux, de me dire que j'ai une chance inouïe de réaliser mon rêve et d'être sur ce tour du monde, dans les mers australes. Que c'est incroyable de vivre son rêve et ça me permet de relativiser quand ça se passe pas bien au classement ou quand quelque chose casse sur le bateau. Voilà, je revois les choses de manière plus globale et je réalise que ce que je vis est incroyable et qu'il faut en profiter et que même les moments durs, en fait, il faut en profiter parce que c'est ça aussi que je suis venu chercher, c'est cette mise à l'épreuve. N'existe pratiquement pas en ce moment. Tu es pratiquement du jour toute la journée, non? J'entends très mal quand Yann, la question. Ouais, pardon. Stéphane, est-ce que les nuits sont très courtes? Non, il y a pratiquement 2-3 heures de nuit maximum, non? C'est l'été là-bas, c'est l'été. Il n'y a pratiquement pas de nuit, non? Encore, je suis désolé, ça arrive à se couper. Bon, je te demandais si les nuits... pas de nuit. Je te demandais si les nuits étaient très très courtes, parce que évidemment il n'y a pas beaucoup de nuits en Antarctique à cette époque-là de l'année. Bon, écoute... Oui, mais je suis pas encore si sud que ça. Là, je regarde, je suis par 45-46. Et tu m'entends? Oui, je t'entends. En fait, les nuits, évidemment, bah, les nuits sont assez courtes, mais ça ressemble à une nuit en été sous nos latitudes, hein, parce que pour l'instant, je
suis à peu près à la latitude de la Bretagne. Par contre, après l'Australie, je vais plonger et au niveau du Cap Horn, je serai par quasiment 60 degrés sud. Et là, oui, les nuits vont être extrêmement courtes. Et ça, ce sera dans une dizaine de jours que je vais plonger plein sud. Il faut d'abord que je longe l'Australie à une zone qui nous est imposée, et à partir de la Nouvelle-Zélande, on peut commencer à pointer vraiment très sud. Il y a des icebergs énormes qui viennent de lâcher de l'Antarctique. Il y a un iceberg qui fait 150 km de long. Est-ce que tu vas croiser la route de cet iceberg? Non, pas du tout. Non, mais non. Est-ce qu'il va passer Alors, loin? Nous, en fait, on a un institut là qui observe par satellite les icebergs et qui nous les signale, et qui surtout matérialise une espèce de zone d'exclusion dans laquelle on n'a pas le droit d'aller. Alors après, il se trouve qu'il y avait beaucoup d'icebergs dans les parages de Crozet. Et pour des raisons stratégie météo, j'ai longé la zone des glaces. Donc j'étais vraiment tout près des icebergs observés, sans doute 10-20 km, 20-30 peut-être, mais vraiment très près. Et ce qui était assez incroyable, c'est que quand j'allais dans le cockpit, on sentait vraiment une espèce de fraîcheur. Hein. C'est pas une vue de l'esprit, un petit peu comme si quelqu'un avait laissé la porte du réfrigérateur ouverte. Et voilà, on sentait qu'il y avait, on sentait cette présence, même si je ne les ai pas vus, et je souhaite ne pas les voir parce que avec une coque en carbone lancée à pleine vitesse, les petits morceaux de glace et gros leurres autour, c'est pas des choses sympathiques à rencontrer avec ce type de bateau. Merci beaucoup Stéphane. On te remercie tous vraiment chaleureusement. Et puis on se retrouve samedi prochain. Et écoute, on est sûr que tu vas rattraper le groupe de bateaux qui est devant. Et en tout cas, ce dont parlait Yann tout de suite, toutes nos bonnes vibrations vont vers toi. En gros, on t'aime, tout simplement. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous. Je suis vraiment très heureux de savoir que vous êtes très nombreuses à me suivre. Donc merci beaucoup de partager cette aventure. Et puis voilà, il y a un beau chapitre qui s'ouvre avec la fin de l'Indien, bientôt l'entrée dans l'océan Pacifique. Et pour moi, c'est un moment clé de la course, parce que c'est à peu près dans les parages là que j'ai dématé, un peu plus loin, 1000 milles devant, que j'ai dématé il y a 4 ans. Donc là, ça me donne l'impression de reprendre un peu l'histoire où je l'avais laissée, de tourner cette page-là, et puis de me projeter sur la suite de la course. Il n'y aura que le meilleur, c'est certain. À bientôt Stéphane, à samedi prochain. À bientôt. Yann, on va continuer avec toi, si tu es d'accord, et cette visio. Et alors, il se trouve que, bien sûr, Stéphane est ici, on l'a vu, et il est dans cette espèce de grand corridor qui est entre l'Australie, évidemment, et l'Antarctique. Et ce sont des contrées que tu as explorées, comme de très nombreux pays. On va voir quelques photos que tu as prises dans tes voyages. Voilà, là, on va commencer par l'Australie. Ce sont des scènes que tu as prises en Australie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce pays quand tu l'as visité? Alors là, ça c'est l'Australie, ça se passe par là. Ça, c'est des photos que j'ai fait vers Shark Bay. Shark Bay, il y a encore des stromatolites. Les stromatolites, c'est un peu les premières bactéries du monde qui ont quelques millions, centaines de millions d'années que j'ai été photographié. Et puis quand je suis parti en Antarctique, je suis parti de Tasmanie pour aller sur la base française et aller sur la base américaine. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une accélération de la fonte des glaces absolument incroyable en ce moment. Et ce qui est un chiffre très très fort, c'est qu'en ce moment, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, c'est la même à l'époque où il y avait des arbres en Antarctique. Je répète, en ce moment, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est la même qu'à l'époque où il y avait des arbres en Antarctique. L'Antarctique, on s'est aperçu qu'on a fait l'Antarctique est une île. Il faut savoir que la glace
que sur l'Antarctique, c'est de l'eau douce, oui, et que la glace de l'Arctique, au nord, c'est de la glace salée. Donc cette glace, si elle fond, l'eau, elle d'ailleurs, ça va fondre, c'est parti. Je pense qu'on n'arrêtera pas la fonte des glaces. C'est pas pour tout de suite, ce sera pour nos arrière-petits-enfants. Mais en tout cas, l'eau montera jusqu'à 16 mètres. Voilà, donc c'est vraiment, ça c'est encore des photos que j'ai fait en Australie, voilà, sur la grande barrière de corail, où je vais encore vous dire des choses pas rigolotes, c'est qu'on a perdu 50% du corail aujourd'hui à cause du changement climatique. Voilà. Alors, ça c'est la vue de Yann, évidemment, à terre. Maintenant, petit rappel, nos concurrents, dont évidemment Stéphane, ils vont longer tout le sud ici de l'Australie. C'est 8% du trajet du Vendée Globe. 8% du trajet du Vendée Globe, ce qui l'on part de Perth et que l'on va jusqu'à Sydney. On voyait des très très belles photos que Yann a prises. Et ça, c'est à peu près 2 jours et demi de voiture si on le fait. Parce que ça, comme c'est une carte aussi qui a un Magellan, ça paraît beaucoup plus petit que c'est naturellement. C'est beaucoup plus grand, évidemment. C'est plus de 4000 km de voiture et évidemment, c'est considérable. Après, Yann, on a parlé de l'Australie, on va parler maintenant précisément du pôle Sud et de cette Antarctique qui est tellement important dans le parcours du Vendée Globe. À quelle occasion es-tu allé visiter? Tu disais que tu l'avais vu 2 fois, cette Antarctique. Oui, quand je faisais le travail sur la Terre vue du ciel, j'ai été invité sur la base française à Terre Adélie. Donc je crois que je me souviens plus très bien, mais je pense que je suis parti de Tasmanie et on a 9 jours de bateau. Et je peux vous dire, c'est le trajet le plus difficile que j'ai jamais fait de ma vie. Bateau ici, là, il faut imaginer que alors moi, on m'avait dit attention, tu vas être malade comme un chien. Donc j'avais été je ne sais pas si tu connais le docteur Chauve. Bien sûr, je connais très bien. Alors il m'a donné des pilules pour pas avoir le mal de mer, qu'on donne pour les oreilles. J'avais acheté la pastille derrière l'oreille, j'en avais mis 2. J'avais mis des bracelets que j'avais achetés contre le mal de mer. Et j'avais acheté des bonbons au miel, ce qui était bonbons soi-disant contre le mal de mer. Et j'étais sur le bateau, un des seuls marins à pas avoir été malade. Mais je dois reconnaître que c'est terrible parce qu'on était attachés sur le bateau. Et je me souviens, j'avais un sac qui la nuit se baladait. C'est assez impressionnant. Et j'ai fait 9 jours. Je n'ai pas été malade parce que j'étais bourré. Alors, je dormais 12 heures par jour parce que quand tu prends des médicaments anti-mal de mer, ça t'abrutit un petit peu. Mais j'ai fait un voyage formidable alors que tout le monde était très malade. Alors, il faut savoir que l'Antarctique, vous savez, ça n'appartient à personne, mais il y a des bases du monde entier qui sont installées là-bas. Il y a une base, la Terre Adélie, qui a été fondée par Paul-Émile Victor, qui est une base de scientifiques là-bas. J'ai passé 1 mois là-bas à parler avec les scientifiques qui, eux, quelquefois restent tout l'été, tout l'hiver, en fin de compte, là-bas, parce que les bateaux ne peuvent plus y aller. J'ai été invité sur la base américaine, qui est une base gigantesque, voilà, où il y a beaucoup de recherches. Et pour aller sur la base américaine, j'y étais en avion. Il y avait des avions, on partait directement avec des avions spéciaux, avec des skis, des Boeing équipés avec des skis pour se poser là-bas. Alors, c'est 2 expériences formidables. Je veux dire que j'ai préféré la base française, qui était beaucoup plus sympa. C'est beaucoup plus camping, beaucoup plus bordélique à la française, mais c'était beaucoup plus agréable à vivre avec tous les scientifiques avec qui j'ai échangé. Voilà, je crois qu'on ne connaît pas grand-chose encore sur le... Alors, voyez la photo que vous avez là en ce moment. Si vous regardez bien, il y a un petit bonhomme rouge qui est mis dessus. C'est un glaciologue que j'avais pris avec moi pour faire une échelle sur la photographie aérienne pour comprendre la taille gigantesque de ces icebergs. Gigantesque. Et l'Antarctique, c'est vraiment un autre monde, quoi. On a l'impression d'être sur Mars. Il n'y a plus rien. Et puis moi, c'est l'époque où les communications ne marchaient pas aussi bien qu'aujourd'hui. On téléphonait par satellite. C'était extrêmement compliqué. Et on était vraiment au bout du monde et j'ai adoré y aller. Et je pense que j'y retournerai malheureusement jamais. Et j'ai été visiter la Dry Valley, qui est près de la base américaine. C'est l'endroit où il y a le moins d'eau au monde. C'est l'endroit le plus sec au monde. C'est l'endroit le plus venté au monde. Et c'est l'endroit où il y a le moins de vie au monde. Ce qu'on appelle la Dry Valley, qui est à côté de la base américaine. Et c'est l'endroit où on n'a même pas le droit de marcher pour ne pas détruire. Donc quand on y va, on met des plastiques pour y aller. Et c'est extrêmement une régulation terrible pour y aller, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait une trace de l'homme sur ces endroits qui ont complètement été préservés par là. C'est des vallées où il n'y a pas de neige, tellement il y a de vent. Le vent a poussé et on voit les cailloux qui sont explosés par là. Il y a quelques photos sur mon site qui sont explosés par le froid. Et c'est assez impressionnant. C'est un endroit magnifique. Alors, évidemment, il y a un lien très fort qui t'unit à Stéphane. Vous êtes très amis, d'une part. Et d'autre part, vous avez des valeurs communes entre ta fondation... On est à Boulogne d'abord, tous les deux. Voilà. Ça, c'est important. Très important. Et puis ta fondation et Time for Oceans
ont les mêmes valeurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce partenariat entre vous? Alors, je pense que tous les marins aujourd'hui, d'ailleurs c'est drôle parce que moi j'ai fait 10 Paris-Dakar en tant que photographe à une époque avant que je sois... J'étais déjà écolo, mais c'est l'époque aussi où le Paris-Dakar n'avait pas cette connotation polluante qu'il y a aujourd'hui. Et c'est un peu, je voyais tous ces gars tout seuls qui sont sur leur bateau, voilà, qui risquent leur vie en fin de compte, et pèse d'aventure absolument. Il y a quelque chose du Paris-Dakar, du début, où les gens partaient sans GPS, en moto, tout seuls. Il y a quelque chose un peu pour se montrer qu'on est capable de le faire, quoi, avec des techniques souvent plus rudimentaires que ceux, mais ils étaient complètement... Je me souviens, les premiers Paris-Dakar, il n'y avait pas de GPS, les gars se perdaient pendant 2 ou 3 jours, ils n'avaient rien à bouffer, c'est vraiment autre chose. Alors, pour parler des valeurs essentielles, je pense qu'aujourd'hui, on porte tous les mêmes valeurs, et les gens qui font du bateau, peut-être se rendent plus compte que les autres de ce qui se passe, surtout sur la pollution plastique, sur le changement climatique. Le changement climatique est en cours, et les gens qui font du bateau le sentent, donc il y a une espèce de forte conviction, en tout cas de connaissance de ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est un peu comme les 150, la Convention citoyenne, qui ont été... Ces gens qui ne connaissaient rien à l'écologie, qui ont passé 7 mois, voilà, qui ont appris, qui ont parlé des scientifiques, et ces gens sont devenus encore peut-être plus radicaux que moi, si tu veux. Donc, il faut dire que l'éducation, le fait de faire du bateau à voile, d'être tout le temps dans la nature, comme ces gens, eh bien, on est forcément convaincus qu'il faut changer le monde. Je suis en train de faire un film qui s'appelle Legacy, qui va sortir fin janvier. C'est la suite du film Home. Et je peux vous dire que ce qu'on dit là-dedans, si on veut regarder le monde avec les yeux ouverts, on va comme dans un monde extrêmement compliqué et difficile. Mais on peut encore aujourd'hui éviter le pire, c'est-à-dire que les plus que 2 degrés de l'accord de Paris, il suffit simplement de réduire de 5% chaque année notre émission de CO2. Exactement ce qui s'est passé avec le Covid. Il faudrait pratiquement un Covid tous les ans jusqu'en 2050 pour arriver à cette... Personne n'en a envie, donc il faut apprendre à décarboner nos vies, parce que bien sûr, c'est le carbone qui fait le changement climatique. Et le changement climatique, ça va être beaucoup plus impactant qu'on le pense aujourd'hui. Et vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'écoutais un scientifique qui disait « Le climat qu'on a eu pendant 20 000 ans, il est perdu, il ne reviendra jamais ». C'est impressionnant de penser que le climat qui a fait notre civilisation, c'est pas pour demain, c'est pas demain, mais tout ce qui va se passer dans les 30, 40, 20 prochaines années, il faut s'attendre, il faut s'y préparer. C'est un climat différent. Bien sûr qu'on y arrivera. L'homme est une espèce qui arrive toujours à survivre, mais bien sûr, il faudra beaucoup plus qu'on s'aide, beaucoup plus qu'on s'entraide, voilà, et de s'y préparer. Et je pense qu'on s'y prépare absolument pas parce qu'on croit nous sommes des gens éternels, qu'on arrivera à régler le problème. On n'arrivera pas à régler le problème nous dépasse. Ça, alors il faut justement, le savoir. On parle d'entraide, c'est parfait, puisque le partenariat entre Time for Oceans et la Fondation va jusqu'au fait que Stéphane, par exemple, a offert dans une vente aux enchères une navigation à bord. Autour du monde. Non, pas tout à fait. Non, si j'ai bien compris. Si vous voulez enchérir pour faire le tour du monde avec Stéphane, allez-y. Je vais vous donner mon compte personnel. Si j'ai bien compris, en fait, Stéphane va embarquer sur Time for Ocean quelqu'un qui va contribuer au développement de ta fondation. J'aimerais y aller aussi, parce que quand on voit comment ça se passe, oui. On a envie encore après qu'avant, je pense, d'aller sur le bateau, un bateau qui a navigué, toi, qui a été rodé, qui a fait le tour du monde. Qui a le tour du monde, c'est plus impressionnant. J'adorerais y aller, j'espère bien y aller. Eh bien, le rendez-vous est pris, mon cher Yann. Merci infiniment. J'espère que Stéphane, j'aimerais bien d'ailleurs que tous les jours sur la fondation, avec le dépêche, qu'on donne une petite nouvelle de Stéphane, de ce qui se passe. Donc je vais demander à Solène de tous les jours, on va faire ça. Tous les jours des lignes avec une photo qu'on met sur le site. Okay. Parfait. Merci beaucoup. À très bientôt. Je vous embrasse. Merci. Tous. Au revoir. Là, c'est les gens de Boulogne qui nous regardent alors. Alors bientôt, j'ai vu tout à l'heure avec la dame qui s'occupe. On va faire avant la fin janvier, on va faire une projection de mon prochain film en avant-première qui s'appelle Legacy, qui est la suite de Home. Donc préparez-vous à être invité à aller voir ce film. Alors, je ne sais pas comment il faudra faire, il faudra appeler. Rendez-vous est pris. Donnez votre numéro personnel, madame, qu'on puisse vous appeler. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Bon, on voit que toi, tu es habitué, hein.